Carole Sauvon, une auteure qui est très appréciée de la bibliothèque, entre des lecteurs de la bibliothèque. Elle a publié jusqu'à maintenant une vingtaine de romans en 15 ans. Si je me trompe, elle va me corriger tantôt, je suis sûr. 19. 19. Le 20e janvier au mois de janvier. C'est ça, bon, c'est une vingtaine, je suis 19, mais vingtaine, ça fait... Il me fait plaisir de vous présenter, Madame Micheline Dove. Ça me fait bien plaisir de vous rencontrer et j'ai découvert avec plaisir votre belle ville que je ne connaissais pas. On passe des fois sur l'autoroute puis tout droit, mais là, je veux savoir que Plessisville, c'est une charmante ville et je pense bien que les habitantes et les habitants sont aussi charmants. Je parle beaucoup, mais ne vous gênez pas pour m'interrompre et me poser des questions. Si je peux répondre, ça va me faire plaisir. Alors, j'ai l'habitude de donner des ateliers d'écriture et souvent les élèves disent « Oh, moi j'ai un roman, là, ça fait 10 ans que j'ai ça dans ma tête, pouvez-vous m'aider? » Moi, je vous avoue que personnellement, je n'avais jamais rêvé d'écrire, de devenir une écrivaine. Et ce n'est pas un rêve que j'ai réalisé. C'est comme une surprise dans ma vie qui est arrivée à l'âge de 55 ans. Par contre, quand j'étais à la petite école, ce que je me suis rappelé par la suite, j'avais sûrement du talent pour faire ce qu'on appelait les rédactions à chaque semaine. Aujourd'hui, on appelle ça un projet d'écriture. Et puis, c'est 2-3 fois par année, puis c'est bien compliqué. Mais nous autres, on avait une rédaction à faire à toutes les semaines. Puis, les fins de semaine, d'ailleurs, qu'on faisait ça. Puis j'arrivais chez nous à 4h20 le vendredi, puis à 5h, j'avais fini, puis j'étais facile, puis j'aimais ça. Et j'aimais l'école, j'étais une première de classe. Et je me rappelle que souvent, on avait lu mes compositions devant les élèves. Puis une fois, la directrice dans l'école l'avait lu, puis j'étais bien impressionnée. Et comme j'étais une première de classe, ben, j'aimais ça l'école, puis je pensais pas à mon avenir. On dirait que je vivais déjà à ce moment-là, au jour le jour. Et j'étais en 11e année. À ce moment-là, l'école secondaire se terminait en 11e année. Et ma mère, qui pourtant s'était plainte de toute sa vie qu'elle avait été retirée tôt de l'école pour aider sa mère qui avait eu 15 enfants, ma mère me fait venir un jour et elle me dit on a 2 garçons, 2 filles, compte pas de poursuivre tes études après ta 11e année. Au mois de juin, c'est fini. Parce que les gars vont aller à l'université, on n'a pas assez d'argent pour payer pour tout le monde. Puis vous autres, les femmes, vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour changer des couches. Hein? Vous avez dû, quelques-unes ici, vous faire dire ça. Et moi, tout à coup, c'est comme si ça me donnait une gifle. Puis je me disais, ça se peut pas, là. Je ne vais pas aller. Je ne voyais même pas qu'est-ce que je pourrais faire. Aller travailler à la boucherie qu'il y avait au coin de chez nous, sur la rue Berry. Je suis née sur le plateau Mont-Royal. Et là, je pleurais, puis j'étais découragée. Puis, et pendant ces semaines-là, les sœurs ont passé on appelait ça un stencil. C'est des feuilles imprimées avec le roux, là, puis ça sent, il me semble que j'ai encore l'odeur de l'encre qui sentait l'alcool. Et c'était l'Université de Montréal qui passait ça à tous les élèves qui finissaient leur secondaire et qui offrait une subvention au cours de technologie médicale parce qu'ils en avaient besoin, un besoin accru dans les hôpitaux. Et pour quelques années, le cours étant subventionné, il n'y avait pas de frais de scolarité. Je ne savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire technologie médicale. J'ai apporté ça à ma mère, puis j'ai dit ça, je pourrais dessus. Puis elle a dit oui. C'était un cours de 3 ans. Alors, j'étais bien contente. Alors, la première année, on appelait ça une 12e année scientifique. En fait, ça ne se passait pas à l'université cette année-là. Et à la fin de cette année-là, j'ai remporté une médaille du lieutenant-gouverneur J'étais la première de la province là, dans mes notes. Et en technologie médicale, j'ai fait les 2 années, ben, j'ai eu une autre médaille du lieutenant-gouverneur quand j'ai fini. Mais j'aimais pas tellement ça. Ça m'énervait de travailler dans un hôpital, dans un laboratoire. On avait appris, par exemple, que si on ne donne pas la bonne transfusion à quelqu'un, ben, ce quelqu'un-là meurt. J'en ai vu mourir un homme là, à l'hôpital Notre-Dame. Puis au début, j'ai commencé à travailler dans un petit hôpital, puis on restait chez soi.
Mais s'il y avait une urgence, on appelait ils nous appelaient, on prenait un taxi, on s'en allait à l'hôpital. Puis là, il fallait préparer des transfusions. C'est le technicien à laboratoire qui prépare ça. Et que ça m'énervait, là. Dieu merci, finalement, ils ont eu besoin de personnel en technologie médicale à l'Université de Montréal pour enseigner aux étudiants de médecine certaines techniques de laboratoire. Alors, on m'a demandé. Et là, j'étais plus à ma place d'enseigner pour moi, que quoi que ce soit, j'aimais enseigner. Alors, j'ai travaillé là 7 ans. Et finalement, bon, j'ai rencontré mon mari, puis quand je suis tombée enceinte, j'ai décidé de rester à la maison pour élever mon enfant. Mes amis commençaient là, à parler de garderie, ça commençait. Mais moi, je disais non, si j'ai des enfants, c'est moi qui vais les élever, tant qu'ils n'iront pas à l'école. Je ne pensais pas d'en avoir 4. Alors, j'ai été comme 10-12 ans à la maison. Et là, je me suis mise à écrire. Je dois dire que j'ai broyé mes peines d'amour aussi avant de rencontrer mon mari. Là. Sur le papier, puis sur le piano aussi, parce que j'avais appris le piano. Et plus ça allait, plus l'écriture, j'aimais ça. J'écrivais des poèmes. Et quand j'ai eu mes enfants, bien, je me suis mise à écrire. J'appelais ça le journal de mes enfants. Mais dans le fond, c'était pas le journal de mes enfants, c'était bien plus mon journal. Parce que le petit bébé de 6 mois, là, en fait, c'était comme du scrapbooking que je faisais avec des photos. Quand je regardais la télévision, je découpais du papier emballage pour décorer mes pages. Et j'avais beaucoup de textes. Avec mes 4 enfants, jusqu'à temps que la dernière ait 18 ans, j'ai chez moi, parce que j'en ai la garde, je me dis, tant que je vais être en vie, il reste chez nous, 32 albums, épais comme des bottins téléphoniques. Oui. Et je regarde ça, puis je pleure, là. Je disais ce que je pensais, comment je me sentais, les événements principaux, là, tu sais, comme quand ma mère est morte, des choses comme ça. Des contes que j'ai inventés pour les enfants, des poèmes à papa pendant que c'est comme si le petit bébé qui était dans mon ventre écrivait un poème à son père. Je te connais déjà. Bon. J'ai même écrit au pape. Quand le pape, je ne me rappelle pas c'était Jean-Paul II, je pense qu'il est venu ici à Montréal. Oui, et bon, moi, je ne dis pas pour aller voir le pape, mais quand je l'ai vu à la télévision, je trouvais qu'il y avait là, ça m'a fait penser, tu sais, de dire à mes enfants ce que je pensais de l'Église, de la religion. Et j'ai écrit une lettre de 10 pages. Et, parce qu'il y avait des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord déjà, mais j'étais croyante, et je suis encore croyante. Mais il y avait, tu sais, moi, aller chez le diable parce qu'on a mangé un steak le vendredi, là, je trouvais ça un peu niaiseux. Mais j'ai écrit ça, puis j'ai dit, mes enfants, ben, tu sais, ils vont savoir. Bon, je les ai fait baptiser, puis ils ont eu des cours de religion à l'école. Et là, j'avais pas d'imprimante chez nous, fait que j'étais chez le dépanneur, puis je fais imprimer ça. 4 fois 10 copies, parce que 4 fois pour le mettre dans le journal de mes enfants. Puis là, c'est le pape qui est à Montréal, là, puis je me dis, dans le fond, c'est le pape qui devrait savoir ça. C'est pas mes enfants, dans 25 ans, ils vont lire ça. Ça va être d'autres choses, puis ils vont être assez vieux pour se brancher eux-mêmes, dans les croyances, puis les questions existentielles. Fait que j'ai imprimé une 5e pile de feuilles et un papier sur lequel je marquais, ben, ceci est ce que je pense de l'Église, et c'est pour mettre dans le journal de mes enfants. Puis j'achète une enveloppe brune, des enveloppes brunes chez le dépanneur. Puis de l'autre côté de la rue, il y a le bureau de poste. Et celui qui tient le bureau de poste, c'est l'entraîneur de hockey de mon fils. Puis là, sur l'enveloppe, je mets Jean-Paul II, Pape Jean-Paul II, Vatican, Rome, Italie. Ah, oui. Il dit « Ah! T'es pris au pape! » Puis je m'appelle, dis-moi juste combien ça coûte, puis c'est tout. Puis là, j'ai oublié ça, tu sais. J'ai collé ça dans le journal de mes enfants. Puis, ben, 2 ou 3 semaines plus tard, dans ma boîte à lettres, j'ai trouvé une lettre venant du nonce apostolique de Rome. Ah, oui. Qui me dit, sa sainteté a vraiment lu votre lettre et trouve que vous avez souvent raison, mais vous trouvez vous-même les bonnes réponses, les bonnes explications. Certaines questions, par exemple, cependant, mériteraient que vous consultiez un spécialiste, mais il vous recommande de le faire, puis il vous recommande de ne pas mettre ça dans le journal. Alors, si jamais je vais chez le diable, là, c'est parce que j'ai désobéi directement au père.
Alors, quand ça a été fini, ça, quand ma plus jeune, j'ai eu en fait 3 filles, puis un fils. Quand ma plus jeune a eu 18 ans, ben là, j'ai dit, ça va faire le journal des enfants, là, tu sais. Puis par pur hasard, là, j'ai rencontré j'ai eu un correspondant. Là, j'étais rendue à, je sais pas trop, là, dans la cinquantaine. Et pendant des années, j'ai écrit à ce correspondant-là tous les jours. C'est sûr que c'était un correspondant en art qui me répondait à tout ce que je disais, tout ce que je pensais. C'était quasiment philosophique, poétique, romantique. Là, l'écriture s'est intégrée vraiment dans ma journée, quotidiennement là, dans ma vie. Quelle nationalité? C'était un Québécois, un condamné à vie. Le frère d'un itinérant que je connaissais. Là. Puis il dit, mon frère est en prison, condamné à vie. Et ben, si vous saviez, peut-être plus tard je vous le raconterai si j'ai le temps, là, mais c'était quelqu'un d'un penseur, oui, c'était un petit gars qui a été violé à l'âge de 12 ans, jeté dans un fossé, il était dans le coma, laissé pour mort. Il a grandi avec l'idée de se venger. Et oui, il s'est vengé sur eux, mais il dit l'autre, je ne toucherai pas, parce que c'était 2 hommes qui avaient fait ça. Il dit l'autre, je ne toucherai pas parce qu'il y a des enfants, je ne peux pas tuer un père de famille. Vous voyez un peu le correspondant. Et quand il a été libéré, lui, au bout de quelques années, au bout de 5-6 ans, il dit, écoute, on va rester amis si tu veux, mais moi, j'ai bien d'autres choses à faire que d'écrire des lettres, là. Là, il faut que je me réintègre dans la société, il faut que je me trouve un emploi, je ne t'écrirai plus. Et là, moi, j'étais désorientée, là, complètement déboussolée de ne plus avoir à écrire. J'écrivais pareil, mettais ça dans la poubelle. Là, j'ai dit, Micheline Doff, là, tu veux vraiment écrire puis être lu? Ben, écrire quelque chose pour être publié. Ben, j'ai écrit ma vie, ma petite vie qui intéressait personne, dans le fond. C'est l'année que Lise Payette a publié sa vie. Fait que Micheline Doff, personne ne me connaissait. Mais j'ai envoyé ça, je sais pas, 3-4 éditeurs, puis, dont Québec-Amérique. Et j'ai été en 2e lecture. Ça veut dire qu'ils ont eu des hésitations quand même, tu sais, à me publier. Ça a été refusé, mais je me disais, ben je dois écrire pas si mal, là. C'est un roman que je devrais faire, mais quelle idée! J'avais jamais pensé à ça, moi. Et on dirait que le destin m'attendait un bon matin. Le téléphone sonne. C'est une femme. Elle me dit, Roger est mourant à l'hôpital, ou à la Cité de la Santé à Laval, puis il vous réclame à son chevet. Roger, c'est un médecin avec qui j'ai travaillé à l'Université de Montréal quand j'avais 20 ans. Lui, il avait 50 ans et père de 9 enfants. Puis on a eu, parce qu'on a monté un programme ensemble, bien, on a eu à travailler, là, des fois le soir ou un samedi, toute la journée. Il fallait vraiment qu'on travaille hors de l'ordinaire, je dirais, mais... Puis un bon matin, ça faisait, je sais pas moi, quelques mois qu'on travaillait ensemble. Là. Puis là, ben, le programme, ça a marché. Il me dit, Micheline, tu ne veux pas te tuer de moi, là? Tu vas peut-être penser que je suis fou, mais je suis en amour avec toi. Moi, ça m'était jamais venu. Tu sais, j'avais pas une barrière. Ça m'était même. Non, c'est pas un homme pour moi, ça. Moi, c'est des gars de mon âge, tu sais. Et il faisait pas le poids à côté de lui, qu'on parlait bien. Un médecin, directeur de toutes sortes de départements à l'université. Il dit, ben j'ai dit, ben voyons donc. Il dit, oh, je sais, c'est fou, là, mais... Puis là, tu sais, il me donnait des poèmes. Il y avait une chanson qui jouait à la radio du laboratoire, mais le lendemain, il m'arrivait avec le disque. Un concert qui avait lieu en ville. Oh, il me donnait des billets. Mais j'ai jamais couché avec cet homme-là. Là. Moi, il me respectait, il était correct. Mais là, j'ai dit pas pour... Non, je n'embarque pas dans votre affaire, là. Vos enfants, vos 9 enfants, vous allez briser votre famille pour l'amour de moi. Non. Moi, c'est pas la vie que je veux. Moi, je veux rencontrer un homme de mon âge, là. Puis je veux une famille. C'est comme ça que je vois mon avenir. Il dit, je suis prêt à mener une vie double. J'ai dit non. Là, puis là, laissez-moi. Puis j'ai jamais raconté ça à personne. Parce que il était très connu, cet homme-là. Puis dans le fond, il était correct avec moi, là, tu sais. Mais je broyais le soir, je peux vous dire que ça n'a pas été facile de lui dire non, de lui résister.
Et au bout de quelques temps, là, au bout de, je sais pas moi, 4-5 mois, j'ai dit, ben là, je vais laisser ma job à l'université, là, parce que je suis plus capable. À moins que vous preniez vraiment des distances, là. Puis les a prises, les distances. Il a été correct. Finalement, j'ai rencontré mon mari, puis je l'ai même invité à mes noces. À partir de là, quand j'ai arrêté de travailler, je l'ai perdu de vue complètement, je ne l'ai jamais revu. Sauf qu'à Noël, il m'envoyait toujours une carte de Noël. J'espère que tu vas bien. Mamiche, je m'appelais Mamiche. Oui, je vais bien. Micheline, joyeux Noël, bye-bye. Toutes les années. Puis là, il est mourant à l'hôpital. Puis il me réclame. Entre-temps, il a divorcé, puis il a marié une autre femme. Ah. Et c'est elle qui m'appelle. Et j'y suis allée. Mais de reculons, je peux vous dire ça. Puis il me dit, tu sais, je t'aimais pour vrai. Ben, je le sais. Il dit, j'espère que je t'ai pas nuit quand tu avais 20 ans. J'ai dit, non, vous m'avez fait grandir. De vous avoir résisté, de m'être tenue debout, puis d'avoir dit non, ça m'a donné des forces pour la vie. J'ai l'impression qu'il a dû avoir des remords, je ne sais pas. J'ai dit, je n'en veux pas, je vous en ai jamais voulu, partez en paix. Puis il est mort 2 jours plus tard. Mais quand je suis sortie de l'hôpital, sur le coin de rue, moi j'habite à Laval, là, quand je passe devant, là, je pense encore à ma sortie de l'hôpital. J'étais sur le coin de la rue. J'ai dit, le v'là mon roman. Moi j'ai dit non. Elle va dire oui. Alors, je prenais des cours de musique à ce moment-là. Fait que j'ai imaginé des musiciens au lieu d'une technicienne dans le laboratoire puis un docteur, là. Lui, il est pianiste, puis elle est flûtiste. Ils ont à se déplacer ensemble pour aller jouer des concerts. Puis un bon soir, il lui dit, tu vas dire que je suis fou, là. J'ai des enfants, j'ai une femme, je suis en amour avec toi. Elle dit, ah oui! Fait que c'était mon premier roman. Et je l'avais appelé Clé de cœur, clé de sol. Tu sais, clé de cœur, virgule, clé de sol. Et là, j'ai envoyé ça à quelques maisons d'édition, je ne sais pas combien, 5, 6. Et c'est JCL au Saguenay qui a été le premier à me répondre. Là, ce jour-là, je ne l'oublierai jamais quand tu reçois un téléphone, là, puis là, tu vas être un auteur. Hey, j'étais tellement contente. Et c'était en 1999 là, que j'ai su, au mois de novembre, puis là, il était prévu pour février 2000. Mais au mois de novembre, M. Larouche, le directeur de JCL, me dit qu'il voudrait enregistrer une émission de télévision en prévision du mois de février. Fait qu'il me fait venir à Chicoutimi. Là, je n'étais pas allée en auto parce qu'il y avait une tempête de neige. Bon. Je me suis en allée en autobus, ils sont venus me chercher et ils m'emmènent directement dans une librairie où l'enregistrement devait avoir lieu. Moi, là, ça m'impressionne plus de parler devant le monde, mais de là, c'était la première fois de ma vie que devant une caméra, j'arrive, là, il y avait des spotlights dans la librairie, j'étais bien impressionnée. Et là, à la porte, l'éditeur m'accueille et il dit, ben, j'ai changé d'idée, là, avant que vous alliez parler, là. Il dit, le livre s'appellera pas Clé de cœur, virgule, clé de sol. On enlève le clé de sol parce que ça peut éliminer les gens qui n'aiment pas la musique. Bon. Puis là, il sort de sa poche une diapositive, puis il me montre ça. Il a encore son manteau sur le dos, puis moi aussi. Là. Puis il dit, ça va être ça la page couverture. Ah. Là, j'ai dit, ben moi, là, dans une librairie, un livre avec une image comme ça, clé de cœur, je ne l'achète pas. Ça fait-tu eau de rose? Pas à peu près. J'ai dit, c'est beau, là, dans une chambre ou dans un salon, mais pas sur un livre, pas sur un roman avec le titre Clé de cœur. Puis j'ai dit, mon personnage, là, a les cheveux noirs, vous en rappelez pas? Il était fâché, hein? Il y a un caméraman, il dit, moi, les livres avec le mot cœur dans le titre, j'ai ça. Ça commençait pas bien. Ça commençait pas bien. Alors, il est parti. Il était fâché, il claque la porte. Puis là, tu sais, moi, j'ai quasiment le goût de broyer. Puis l'animateur, le gars qui devait me questionner, là, il dit, écoutez, faites-vous-en pas, là.
quand ça va passer juste au mois de février à la télévision, cette émission-là, c'est juste un enregistrement. Donc, si vous vous trompez, nommez-le pas le livre pendant que vous en parlez. Puis si vous vous trompez, on efface ça, puis on recommence l'enregistrement. Fait que, là, le lendemain matin, je me rappelle, j'avais couché à Chicoutimi, puis il y a un manque piétonnier, tu sais, un pont par-dessus le Saguenay, puis là, je broyais, j'ai dit, c'est ça, écrire? Oh mon Dieu, c'est pas facile. Fait que ça a été mon premier roman, et ça a marché fort tout de suite, oui. Puis il s'est appelé Clé-de-Cœur? C'est ça, c'est l'image de la page couverture. Et puis je n'oublierai jamais la première fois que je l'ai vu dans une librairie. Je poussais une chaise roulante, ma fille qui était sur le point d'accoucher, elle avait une bédaine, on avait pris une chaise roulante pour traverser les centres d'achat. Il y avait un Renault gris, je dis « Ah, on va aller voir ». Puis il était juste, il y avait 2 livres, puis il était, tu sais, dans le bas, 2 exemplaires à côté de Jéréjean Duchamp. Puis je me suis dit, qui va rentrer ici? Puis je vais aller chercher ça, à part de mes cousines, puis mes familles, tu sais. Oh, ça m'avait impressionné. Autant j'étais heureuse, autant j'ai vu que c'était un monde à apprivoiser, tu sais, c'est quelque chose. Fait que là, moi, quand j'ai recommencé à travailler, bon, pendant que j'élevais mes enfants, là, que je ne travaillais pas comme technicienne en laboratoire, j'ai fini un lauréat en piano. Et quand ça a été temps de recommencer à travailler, j'avais le choix de retourner en technologie médicale que j'ai ici, là, ou bien d'enseigner le piano. Fait que j'ai décidé d'enseigner le piano. Et en enseignant le piano, les élèves, c'était surtout des enfants, quelques adultes qui venaient un matin par semaine, mais c'était des enfants que j'avais qui venaient vers 4 heures. Donc, j'avais le début de mes journées libres. Et à cause de Léo Poix, justement, mon correspondant, j'ai su qu'il y avait parfois des bénévoles qui allaient en prison. Là, j'ai pris le bottin téléphonique royal, ça, à la lettre P, prison. C'était pas là qu'on trouvait ça, c'était dans les choses du gouvernement. Là, j'ai appelé à plusieurs endroits, puis j'ai dit, moi, je suis un professeur de piano. Je serais prête à aller donner des cours de piano dans un pénitencier, un matin par semaine. Si vous avez un piano, puis vous m'ouvrez la porte. Bon, j'ai fini par trouver une place où il m'acceptait. Et bon, j'ai commencé à donner des cours, puis j'ai vécu vraiment des choses bien particulières. Et la plupart du temps positives, je dois dire. Et là, je me suis dit, je pourrais faire un roman avec ça. Parce qu'il y a un de mes élèves, un jeune de 28 ans, qui m'est arrivé un bon matin, puis qui dit « Madame Piano, j'ai un cri en dedans de moi, puis tant je me débarrasserai pas de ce cri-là, je me sentirais pas libre puis heureux, même si on me remettait en liberté. » Ce gars-là, il avait 28 ans, ça faisait 10 ans qu'il était en prison, et il achevait par correspondance un baccalauréat en théologie pour devenir prêtre derrière les barreaux. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon ben, comme il parlait beaucoup, ce bonhomme-là, ben, je prenais des notes, il parlait de son passé avec plein de détails, puis j'ai fini par faire un manuscrit d'un livre. Puis là, j'ai dit à l'éditeur, c'est le meilleur que j'écrirai jamais dans ma vie. Si vous trouvez sur la planète Terre une professeure de piano qui va bénévolement dans un pénitencier, qui fait un roman avec ça, je veux le savoir. Fait que je donne le manuscrit, puis toute contente. 3 semaines plus tard, je reçois une lettre me disant qu'il le refuse. Parce qu'il dit la prison, c'est un sujet qui ne se vendra pas du tout. Et moi, je suis là pour faire de l'argent. Là, je l'ai pris le manuscrit, je l'ai lancé dans l'armoire. Et j'ai décidé que j'écrivais plus jamais. J'ai dit, moi, j'ai des choses à dire. J'ai 56 ans, 57 ans. Et j'ai des choses à dire. Et je ne vais pas manger dans la main des éditeurs pour qu'ils fassent de l'argent sur mon dos, que j'écrive des petits guilis pour leur faire plaisir. Non, j'écris ce que je pense, là, ou bien j'écris pas. J'envoie ça dans l'armoire, puis je braille, là, cette journée-là. Vraiment, c'est comme si mon nouvel avenir venait de s'écouler. Et le même jour, mon fils gradue à l'Université de Montréal en enseignement de l'histoire. Il ne veut pas aller à sa graduation. Il va nous mettre un chapeau, notre petite plein niaiseux. Va là. Hey, tu viens. Moi, là, je t'ai élevé, je suis fière que tu sois à l'université. Ne serait-ce que pour me faire plaisir, tu viens. On s'en va à l'université, les babounes sur la photo.
Mon mari est fâché après moi parce que moi, je suis fâchée après lui. Là, on arrive chez nous à 11h le soir, là, après l'université. Puis là, je fais ma valise. Là, j'ai dit à mon mari, je m'en vais pas me suicider, puis je m'en vais pas, je te dis, c'est pas là. Mais là, j'ai besoin de faire le vide. Moi, un matin, là, mon avenir s'est écroulé, puis mon passé, il s'est écroulé aussi. Mon fils, il n'est même pas assez reconnaissant, là. Bon, je m'en vais, je sais pas où, puis je sais pas combien de temps, mais inquiète-toi pas, là. Mais j'ai besoin de faire le vide. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et ma rue, c'est un cul-de-sac, fait que c'est pas loin que j'arrive à un T. Je m'en vais à droite ou à gauche. Et 11h30 du soir, là. Ben, le lendemain matin, j'étais rendue à Baie-Saint-Paul. Et là, j'ai réservé l'auberge de la Pigneron pour toute la semaine, payée d'avance, pour être sûre que je durerais toute la semaine. Et au bout de 2 jours, ben là, j'avais visité toutes les boutiques, les musées. C'était un peu avant la Saint-Jean-Baptiste, là, fait qu'il n'y avait pas encore de touristes. Fait que le 3e jour, là, j'étais là, oh mon Dieu, j'ai appelé Yves, mon mari, puis j'ai dit, viens donc me rejoindre, mais il ne pouvait pas à cause du travail. Là. Fait que, ben, j'ai dit, OK, mais ma semaine a fini samedi, je vais revenir ce samedi, je reste ici. Là, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis rappelé qu'au Salon du livre de Québec, il y avait une auteure juste assise à côté de moi, Janine Tourville, qui était, elle avait 3 ou 4 romans de publiés, puis c'était qu'il avait peint ses pages couvertures. Puis on avait choisi un peu, parce que dans les salons du livre, on s'entrevoit, tu sais. Elle dit, mon mari est aquarelliste aussi, puis elle dit, on a une galerie d'art à Saint-Irénée. Elle dit, si jamais l'été prochain, vous venez dans Charlevoix, venez me faire un tour. Ah, fait que là, j'ai dit, ben je pourrais peut-être faire ça, on va passer une journée, l'après-midi. Je me rappelais même pas de son nom, j'étais à la librairie. Y a-t-il un auteur ici dans la région qui paye ses couvertures? Bien, eux autres, ils la connaissaient. Alors, j'arrive à la fameuse galerie d'art, je suis dans le stationnement, tu sais, puis je me dis, je sais pas qui elle est, son mari, qu'est-ce qu'elle a l'air, elle a-tu des enfants, je sais rien. Puis là, je me dis, ça me ferait un bon sujet de roman, ça. Une mère de famille qui fait une fugue, comme je fais, là. Et je pourrais lui imaginer un mari courroyeux un peu, il pourrait, avec la mère, tu sais. Moi, ben je suis pas rentrée jamais, hein. J'ai fait un U-turn. J'ai été sur la 132, la 132, 138. Chez le dépannage, j'ai acheté une tablette à écrire. Et j'ai écrit tout le restant de la semaine. Et la semaine suivante, l'année suivante, là, je lui envoyais plus mes pinceaux. Alors ça m'a réconcilié avec l'écriture. Et je lui envoie le livre, elle n'en revenait pas. Elle n'avait plus jamais entendu parler de moi. Puis elle dit, hein, t'as commencé ce livre-là dans le cours? J'ai dit, oui, dans ton stationnement. Puis le plus drôle, c'est que je lui ai inventé 2 filles adoptées. Bien, elle avait 2 filles adoptées. Spécial. Mais elle n'avait pas un mari aussi courageux que je l'avais mis. Puis ça aussi, ça marchait bien, là. Ça fait que là, j'ai été voir M. Larouche, puis là, je lui ai demandé d'avance, avant de l'écrire, le fameux itinérant, le frère de mon correspondant, là, que j'ai adopté quasiment pendant 10 ans. Si j'écrivais là-dessus, qu'est-ce que vous en penseriez, tu sais? Puis c'était il était mort, il était battu par un policier dans un bar. Et ça a fait la une des journaux, puis il y a eu sa photo à la télévision pendant je ne sais pas combien de temps. Ce qui fait qu'il était encore connu. Fait que là, l'éditeur a dit, ben, il est encore connu, tu sais. Peut-être qu'on va le vendre. Fait que j'ai écrit mon grain. C'est le seul de mes livres qui n'est pas un roman, c'est un témoignage, c'est un récit. Pendant 10 ans, je me suis occupée de ce garçon-là, qui jamais, finalement, il s'en est pas jamais sorti de sa drogue. Mais je peux dire que si dans sa vie, il est mort, il avait, je sais pas, 47 ans, je pense. S'il y a eu du soleil dans sa vie, excusez, c'est ma famille et moi qui lui en avons donné. Avec ça, j'ai été à la télévision bien des fois. Là, ça a marché beaucoup. J'ai été invitée partout pour en parler, les journaux et tout ça. Et là, ben, on dirait qu'il y a des antennes qui me sont poussées. Je ne sais pas si vous les voyez.
Et quand j'entends une histoire extraordinaire, bien souvent, j'accroche, là, tu sais, ce que je faisais pas avant. Et là, dans mes élèves de piano, j'ai un monsieur qui n'a jamais eu d'enfant parce que sa femme elle avait une maladie qui ne pouvait pas en avoir, mais qui était tellement frustré de ne pas en avoir. Et finalement, je l'ai eu pendant 3-4 ans, certains, au piano, puis finalement, sa femme est décédée, puis il a vendu sa maison, puis il a changé de ville. Mais je rencontre sa sœur 2 ans plus tard, dans un restaurant, puis j'ai dit, comment est-ce qu'il va? Elle dit, si tu savais ce qui lui arrive. Alors, il a rencontré, une fois veuf, puis déménagé, il a rencontré une femme aux abords de la quarantaine, qui en peu de temps est tombée enceinte. Alors lui, il est fou de joie. Mais ça ne se passe pas comme il pense. Elle se cherchait un géniteur. Lui est en amour de sa tête. En tout cas. Fait que, les lendemains de novembre. Et ce livre-là, il a été édité en gros caractère chez Guy Saint-Jean. Ils ont une collection Focus avec des livres en gros caractère. Mais je pense qu'ils viennent d'arrêter de l'en faire. Mais il a été fait en gros caractère. Et là, la meilleure amie de ma sœur, avec qui j'allais cruiser dans une discothèque là, quand j'avais 18 ans, elle a marié Yougoslave. Et pendant 25 ans, la famille de ma sœur, la famille de Diane, puis la mienne, on s'est souvent rencontrés avec nos enfants, on a fait du camping ensemble. Et un bon matin, elle nous a annoncé qu'elle divorçait. Et ça m'a surprise, là, elle avait 3 filles. Et un an ou 2 plus tard, je pense qu'elle appelle ma soeur et lui annonce qu'elle est en amour, ce qu'on lui souhaitait. Mais elle dit, j'ai pas choisi la façon la plus simple. Je suis en amour avec une femme. Bon, j'ai rien contre ça, moi, mais c'est la dernière. Comme je l'avais vue pendant 25 ans, mère de famille avec un mari, c'est la dernière à laquelle je m'attendais, qui deviendrait, qui serait en amour avec une femme. Alors, je l'ai appelée et j'ai dit, Diane, qu'est-ce que tu dirais si je faisais un roman avec ton histoire? Ben, ça fait longtemps que je m'attendais que tu me le demandes. Fait que c'est Jardins interdits. Est-ce que c'est vous qui peignez vos couvertures de livres? Non, c'est Danielle Richard de Lévis, là, qui peint des belles choses. Là. Et là, je rencontre une vieille connaissance à qui je demande des nouvelles de sa mère. Elle me dit, ma mère, je ne lui parle plus depuis des années. J'ai pas osé demander pourquoi, mais je suis allée au funérailles de la mère et effectivement, il n'y avait que la moitié de la famille. Et là, quand je me suis renseignée sur les raisons qui avaient fait que la famille était séparée, je trouvais que ça méritait vraiment de faire un roman. Alors, c'est l'histoire de 2 sœurs dans les années 30. J'ai changé la place où c'est arrivé parce que c'est arrivé pour vrai. C'est l'histoire de ces 2 sœurs-là qui, déjà à l'adolescence, ont des silences entre elles. C'est devenu une trilogie, d'un silence à l'autre. Le 3e. Ça, ces images-là, je les ai trouvées. C'est un peintre de l'île aux Coudres j'ai trouvé le premier sur Internet, on lui a fait faire les 2 autres. Je suis allée même chez lui. Puis ça, c'était sur le lutrin, il est en train de le faire. Là. Et ça, cette série-là, il y a bien des gens qui disent que c'est la meilleure que j'ai jamais faite. Ça a été, je suis rendue à 100 000 ventes. Oui. Alors, ça a été édité chez JCL. Ça a été repris par Québec Loisirs, la revue Québec Loisirs. Ça a été dans la collection Focus, en gros caractère. Ça a été dans France Loisirs, j'en ai vendu 30 000 dans France Loisirs en Europe. Et cet automne, Coup d'œil, c'est une maison d'édition qui réédite des livres qui ont marché beaucoup. Et JCL me téléphone, me dit ils veulent en imprimer 22 000 pour les vendre chez Costco, dans les Walmart. Ben, tu sais, moi je pense que c'est en 2007 là, qui est sorti le dernier. Fait que, ils sont plus dans les librairies. Fait que,
Ça, puis rien, 22 000, même si c'est vendu à 10 piastres, bien correct. Alors, il me rappelle au début de l'été, puis il dit, on monte ça à 45 000. Puis il y a 3 semaines, ben, il dit 15 000 de plus. Fait que ça fait 60 000. Là, il n'y en a plus, j'en vois plus. Donc, pour moi, ils ont été tous vendus. C'est pour ça que je dis 60 000, 30 000 en France, puis le reste ici, là, 10 000 ici avec le. Fait que je suis contente. Puis j'arrive du Salon du livre du Saguenay, puis de l'Estrie, puis les gens disent c'est vous qui avez écrit au bout de d'un silence à l'autre, oui. Fait que ça m'a mise sur la carte, là, tu sais, ces livres-là. Et, mais tout le temps que j'ai publié, c'est. Ben, oui, ceux-là au début, là, parce que là, c'est cet été, c'est automne, là, les 60 000. Mais avant, là, en 2007, quand c'est sorti, là, tout le temps, j'ai sorti un livre, je me disais toujours, mon meilleur, là, il est dans l'armoire. Mon cri pour toi. Alors, là, j'ai changé les maisons d'édition. J'ai dit, tu penses que c'est le meilleur, Linda? Tu l'envoies à la meilleure maison d'édition du Québec. Québec-Amérique, c'est la plus grosse. Je l'ai envoyé que là. 2 semaines plus tard, un téléphone. Madame Touffe, on adore votre livre, puis on va le publier tout de suite. Hey, j'étais contente. Et ce livre-là, il a été en lecture obligatoire à l'Université de Montréal, en psychocriminologie. Le professeur, malheureusement, vient de prendre sa retraite, alors c'est fini, là. Mais j'ai été invitée un soir dans la classe, là. Il y avait 75 étudiants. Et le cours devait finir à 9 h. Et il était 10 h moins quart, les étudiants posaient encore des questions. Comment ça se passait en prison? Fait que c'est le concierge qui a ouvert la porte et a dit « On ferme, là! » Et c'est encore le livre que je vends le plus. Mon personnage, dont je vous ai parlé tantôt, il est maintenant en liberté. Et il donne des conférences dans les écoles, les cégeps, les universités. On le voit souvent à la télévision. Demain soir, au Jésus, il va y avoir avec, je dis toujours Marie de la Montagne, c'est Guylaine Tremblay. Et il fait comme un spectacle avec elle. Alors, ça a été mon cri pour lui, vraiment, là, tu sais. Puis, j'en écrirai jamais un autre livre comme ça, c'est sûr. C'est un livre qu'on n'oublie pas. Ben moi, je l'ai lu et j'ai adoré ça. Oui, c'est spécial. Puis tout Oui, est vrai là-dedans. C'est une là. histoire vraie. Je le présente comme un roman pour l'unique raison que j'ai changé les noms, les lieux. Mais j'ai même pas inventé de ligne là-dedans. Et ben, j'ai peut-être une petite anecdote. J'ai-tu le temps? J'ai-tu un heure pour finir, moi, là? Non. OK. à 6 heures. Oui, mais c'est ma fête toujours. Puis là, j'ai dit à mon mari que tu as besoin de. Tu m'attends, on s'en va souper au restaurant. Je ne sais pas à quel âge j'arrive, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que je. Des anecdotes avec ça. Alors, dans le livre, dans ça, je m'appelle Françoise. Et si vous lisez le livre, vous allez voir que veut pas. D'abord, j'ai écrit ce livre-là avant que Unité 9 soit écrit, puis l'auteur, Danielle Trottier, elle l'a lu. Elle me l'a dit, elle me l'a même écrit. Et, bon, j'ai changé les noms, je m'appelle Françoise, puis c'est ça, si vous lisez le livre, vous allez réaliser que les confidences viennent tout de suite. Parce que j'allais là en amie, moi. Je ne fais pas partie, je ne suis pas payée, rien. Donc, je ne fais pas partie du système comme les gars disent. Eux autres, c'est le système, ça veut dire tous les gardiens, tous les professeurs qui ont, toute la gang, ils haïssent toutes. Ça, c'est ça. Mais moi, j'arrivais en amie, fait que les confidences venaient rapidement. Sauf quand le livre a été publié, Québec-Amérique a été assez gentil pour m'en donner 4 pour mes 4 élèves que j'avais à ce moment-là. Je leur ai dédicacé le livre. Et la semaine suivante, oui? Je me demande, est-ce que c'est le synopsis qui avait été refusé il y a plusieurs années? Oui, tel quel. Mais j'ai ajouté quelques... Parce que moi, je continuais, j'ai fait ça pendant 12 ans. Alors, j'ai ajouté quelques anecdotes là-dedans. Mais pas grand-chose, là. Tu sais, c'était vraiment... Celui que vous avez envoyé dans l'armoire? Oui, oui. Oui, j'ai ajouté quelques anecdotes, mais pas grand-chose, parce que j'ai eu des nouveaux... Il y a un roulement d'élèves, forcément. Alors,
dans mes 4 élèves, bien souvent le cours de piano qui durait 1 heure, on ne faisait pas de piano parce que j'avais des confidences. Là, on parlait plus que d'autres choses. Là. Mais il y en a un, lui, un Algérien, Majid, qui s'appelait. Lui, pas de confidence, rien. Bonjour, Madame Piano. Un bec, ça joue tout le temps. J'ai toujours donné un bec, ça joue en arrivant puis en partant. Mais il était bon en piano. Lui, là, il prenait des cours de piano, point final. Alors, bon, je lui dédicace mon livre. La semaine suivante, j'arrive en prison. Moi, je ne me rappelle pas. J'ai dédicacé le livre, il s'est passé une semaine. Il arrive au cours, puis il met ses cahiers de piano sur la table, puis il dit, aujourd'hui, Madame Piano, aujourd'hui, Françoise, je ne jouerai pas de piano. J'ai dit, qui ça, Françoise? Je ne me rappelle pas du livre, là, moi. J'ai dit, voyons, Majid, fait 3 ou 4 ans que tu prends des cours avec moi. Je m'appelle Chinine. Il dit, c'est à Françoise que je veux parler ce matin. Et il m'est tombé dans les bras. Et là, ben, il a sangloté, il m'a dit pourquoi il était en prison. Puis là, il pleurait parce qu'il était pour être libéré dans 3 mois. Puis il dit, ils ne veulent plus que je téléphone à ma petite fille. Elle de 6 ans, parce que je pleure trop, téléphoner, ça la traumatise. Ben, j'ai dit, ils n'ont pas tort. Tu sais, fais-le le sacrifice de ne pas l'appeler pendant 3 mois, là, pour avoir oublié ça, hein, que tu brailles, là. Puis elle va avoir hâte de voir papa, tu sais, quand tu vas sortir. Puis sinon, ça donne, accepte-le, tu sais. Il dit, j'espère qu'elle va jouer de la musique c'est tellement extraordinaire. Ah, ben j'ai dit, Majid, t'es tellement bon, ça fait 3 ans que tu prends des cours de piano, puis tu joues des morceaux de 5e, 6e année, là. Tu pourrais la partir, tu sais, c'est une façon de casser la glace avec elle. T'es assez bon, t'es capable d'y montrer ses notes, là, puis oh, c'est vrai, c'est une bonne idée. La semaine suivante, j'étais redevenue Micheline. Mais moi, entre-temps, pendant la semaine, dans mon banc de piano, j'ai mon premier cahier de piano. Et je l'ai photocopié pour lui donner. J'arrivais avec la semaine suivante. Puis il me l'a fait dédicacer pour sa petite fille. Elle avait un nom arabe sur le crèche. J'ai dédicacé ça, puis j'ai dit, tu pourrais commencer avec ça, là. Puis quand il a été libéré, 3 mois plus tard, j'ai dit, écoute, commence là ta petite fille, là, puis si tu veux, je vais lui donner des cours gratuitement, tant que tu n'auras pas de job, là, je te changerai rien. J'ai donné mon numéro de téléphone. Puis au bout de 2-3 mois, le téléphone sonne. Madame Piano, c'est Majid. J'ai dit, es-tu en liberté? Oh oui, ça va bien, ça va très bien. Il dit, j'aurai un cadeau pour vous. Mais quand j'avais apporté mon cahier de piano, il m'avait demandé quel c'était mon morceau préféré. Ben, tu sais, le premier cahier de piano, il y a plus d'images que de notes. Tu sais. Ça s'appelait la balançoire. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la méthode d'Aaron, la balançoire. Dans les pages 20, 23, je pense, je ne sais pas. Et tu as une petite fille qui est sur une balançoire, un peu comme. Ben, je vous montre un peu comme ça, là. Bon, il faut chercher vous trouverez, dit le Seigneur. C'est un peu comme ça, tu sais, c'est une balançoire, une petite fille sur une balançoire. Et il y a des grosses notes, tu sais. J'ai dit, ben ça, il me semble que j'ai joué ça pendant des années, tu sais, même si j'avais appris ça au bout de 2-3 mois, là. Alors, il dit, Madame Piano, au téléphone, il me dit, j'aimerais ça vous rencontrer, j'ai un cadeau pour vous. Ils ont tous rencontré au restaurant. J'arrive au restaurant, puis il y a une grande vitrine, puis je le vois, il est déjà rendu. Puis devant lui, sur la table, tu sais, il y a un paquet, 8,5 par 11, tu sais, ça d'épais, dans un sac. Je me dis, oh, dis-moi pas que raconter sa vie, je vais être obligée de me taper 400 pages de lecture. Il avait pris une planche de bois, je pense que c'est du chêne, et en pyrogravure, il a fait la page de la balançoire. Ah ouais. C'est marqué « Merci Madame Piano, Majid ». Alors, c'est sur mon piano jusqu'à temps que je reste en vie, là. Ça m'a tellement touchée. Puis une autre petite anecdote, suite à ça, il y a un détenu, dans le livre, si vous le lisez aussi, c'est celui qui... moi, j'ai été affiliée à l'UQAM comme professeur de piano. Et il venait passer des examens de piano avec un gardien de prison, là.
2 ou 3 fois qu'il est venu. Et quand il a été libéré, il me dit, tu sais, j'ai été ici pour des histoires de drogue, là. Il dit, comme tu peux voir, j'ai tout essayé, toutes les thérapies, regarde ce que ça a donné. Ah, j'étais encore ici. Il dit, il y a juste une chose que je n'ai pas essayé. Je peux-tu t'appeler tous les jours pour te dire, je n'ai pas pris? Moi, j'ai jamais fumé un joint de ma vie, là. J'ai dit oui. Et il a fait ça, savez-vous, pour pendant combien de temps? 6 ans. Oh. Il a arrêté, ça fait 2 mois. Il est venu manger chez nous la semaine passée avec sa blonde. Il s'est fait une nouvelle blonde. Puis là, je pense que c'est plus nécessaire. Et quand je n'étais pas chez moi, ben c'est moi qui l'appelle. C'est moi qui l'appelais. Fait que je l'ai appelé, mettons, de Disney World, là, avec mes petits-enfants autour de moi. Puis je l'ai appelé de France. Puis, mais je l'ai tout le temps appelé où c'est lui, quand je suis chez moi, là, ou que j'ai mon cellulaire disponible. Puis des fois, c'est juste... tu n'as pas pris, là? Hein? Non, non, j'ai tenu bon, là. Je restais sage, oui, promis, puis voilà. Que, des fois, juste ça, ça prenait 5 minutes, là. Alors, mon cri pour toi, c'était ça. Et là, M. Larouche, le JCL, pas très, très de bonne humeur que j'ai changé, que j'ai dit, vous l'aviez refusé. Hein? Vous l'avez refusé ça, moi? Oui, monsieur. Alors, j'ai eu le pied dans la porte de Tout le monde en parle. Malheureusement, Tout le monde en parle, tu sais, ils ont une liste d'invités prévue. Mais quand il y a dans l'actualité qu'il se passe des choses, ben c'est ces gens-là qui ont la priorité. Fait que je suis restée le pied dans la porte, je suis jamais allée. Et là, au bout de l'exil, je suis au restaurant avec une copine. Puis elle me dit, moi, je vais t'en raconter une histoire. Tu sais, comme je vous ai dit, j'ai des antennes. Elle dit, tu vas accrocher. Elle avait raison. Elle me raconte que son arrière-grand-père, en 1880, à l'abbé, au Saguenay, a perdu sa femme à l'accouchement d'un 4e enfant. Et dans ce temps-là, on exposait les morts dans la maison. La veille des funérailles, il a demandé à tout le monde de s'en aller. Et quand tout le monde était parti, il a pris une charrette, puis il a mis ses 3 petites filles dedans. Puis il est parti. Il n'est jamais revenu. Ah oui, c'est là. Ah, c'est les 3-4 premières pages, c'est comme ça que ça commence. Mais j'en ai su plus, parce que ma copine, sa grand-mère était une des 3 petites filles. Donc, j'en ai su assez pour bâtir une trilogie. En fait, c'est à 3 tomes. Et en grande partie, c'est vrai. C'est sûr qu'on romance forcément. L'histoire vraie dit que c'est en allé à Lowell, au nord de Boston. Alors là, j'ai été chercher des vieilles cartes. Puis j'ai essayé de trouver le chemin qu'avec sa charrette puis des enfants, il a suivi jusqu'à Boston, à partir du Saguenay, imaginez-vous donc. Et j'ai su qu'une des petites filles, elle est arrivée 1 an plus tard, elle a passé 1 an. Je ne me rappelle pas du nom de la ville, là, mais chez le médecin de cette ville-là, elle a passé 1 an. Alors, mais l'histoire me dit ça, mais ça ne me dit pas pourquoi. Bien, j'y suis allée dans cette ville-là en passant. Et j'ai marché sur le pont couvert. Puis je me suis dit, quelle raison que je pourrais rester chez le médecin? Et je marche sur le pont couvert, puis j'ai dit, il est étroit. S'il y a une charrette qui rentre à pleine vitesse, là, tu as intérêt à te tasser sur le coin. Bien, j'ai imaginé un accident. Tu sais, c'est un peu comme ça qu'on enrichit l'histoire de base qui est vraie. Et j'y suis allée à Lowell. Et à Lowell, le quartier des Petits Canada existe vraiment. Alors, l'école, l'église, le curé, je me suis renseignée sur le nom de la sœur qui enseignait à ce moment-là. Ils ont une rhume, ben, ils prennent le sirop Father John, c'était vrai. Tu sais, j'ai adoré faire ces recherches-là. J'ai surtout visité les usines de textiles qui sont maintenant des musées. Et entre 1860 et 1930, il y a 900 000 Québécois qui ont émigré en Nouvelle-Angleterre. On a tous de la parenté là-bas. Et quand je leur ai dit aux gens de là-bas que j'étais une auteure qui avait fait des recherches pour les besoins d'un roman, ils m'ont inondé de documents, ce qui a enrichi l'histoire de base. Fait que j'ai été assez rigoureuse là, pour les détails historiques. Et
quand on a publié le 3e tome, alors, bon, le premier tome, ça se passe surtout à Loa. Le 2e tome, il y a une fille qui s'en vient à Montréal, 10 ans plus tard, parce que ça se passe sur 20 ans, les 3 livres. Ben, que ça valait à Montréal 1890, tu sais. Quelle rue qui avait de la lumière, là, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça le fun aussi, j'ai recommencé des recherches. Et pour le 3e tome, ben, les 3 filles remontent au Saguenay 20 ans plus tard, avec leur amoureux. Et ils partent à la recherche de leurs racines, parce que c'était des enfants quand ils sont partis. Et vous apprenez juste au dernier chapitre du 3e tome pourquoi il a mis feu à la maison au départ. Ouais. Et bon, là, le 3e tome sort, il sort pour la première fois là, au Salon du livre du Saguenay, qui a lieu, ça a eu lieu la fin de septembre. Alors, le vendredi matin, dans les salons du livre, j'y vais jamais parce que c'est des enfants d'école. Tu sais, moi, j'écris pas pour les enfants. Là, je me suis dit, je vais aller voir l'église d'où il est parti, tu sais, où il a mis le feu. Là. Parce que sa femme, elle devait être enterrée le lendemain dans le cimetière. Puis là, j'ai fait des recherches sur le nom de l'église, mais j'ai écrit qu'elle va être enterrée demain dans le cimetière en arrière de l'église. Je vais aller voir ça, cette église. Je pense que c'est Saint-Alexis, ça s'appelle. Je suis pas sûre. Je m'en rappelle plus, là. Mais, en tout cas, c'était vraiment le vrai nom de la paroisse. Et, alors, samedi matin au Saguenay, je pars avec mon auto. Pas samedi matin, vendredi matin. Il pleut à boire debout, puis il fait frais. Et j'arrive à l'église Saint-Alexis. Il y a un terrain de jeu en arrière de l'église. Puis dis-moi pas, moi qui ai fait tellement attention. Je sais le nom de la sœur qui enseignait à Lowell, puis je me trompe sur la place du cimetière de l'abbé. Oh! Puis j'ai vraiment, là, je n'étais pas fière. Là, je demande à quelqu'un sur la rue, où est le cimetière? Bien, on dit, il est en haut de la colline, là-bas. Fait que je monte en haut de la colline, je dis, je vais voir les plus vieilles tombes, de quelle date elles sont. Là, je suis à 4 pattes à terre, après gratter, il pleut. J'ai dit, l'écriture, là, ça m'emmène loin, hein? Qu'est-ce que je fais ici à 500 km de chez nous? Et là, j'étais pas capable de voir c'était trop vieux, là, trop usé les tombes. Et là, il y a un monsieur qui rentre dans le cimetière avec une pelle sur le dos. J'ai dit, le cimetière, il a-tu toujours été ici? Mais il a-tu déjà été à l'église? Je sais-tu, moi? Là, il sort sa carte de son patron, la carte du propriétaire de je sais pas quoi, de la compagnie qui creuse ou je sais pas quoi. Et là, il dit, appelez-là, peut-être qu'ils vont vous le dire. Fait que je prends mon cellulaire, puis je dis, monsieur, je suis une otage, je voudrais avoir une information. Le cimetière, a-t-il toujours été sur la colline? Il dit, non, il était en arrière de l'église, il dit, il a été déménagé en 1904. Phew! Alors donc, il était vraiment là, en arrière de l'église. Et là, pour le 3e tome, comme les filles, comme je vous ai dit, remontent au Saguenay, à la recherche de leurs racines avec leur chum, j'ai découvert à la Bibliothèque nationale ici, un livre d'un monsieur Bouchard, si je ne me trompe pas, qui était le propriétaire du magasin général de Chicoutimi vraiment dans ces années-là, 1900, parce que ça se passe sur 20 ans, donc on était près de 1900. Et il écrivait son journal personnel. Et son journal a été trouvé dans une boîte de feuilles dans le grenier d'une maison qui devait être démolie. Puis il y a un éditeur qui a trouvé ça, puis il a dit il y a tellement de détails dans ces feuilles-là qu'il l'a publié, il a fait un livre avec ça, puis c'est à la Bibliothèque nationale que j'ai trouvé ça. Et dans ces feuilles-là, dans son journal, il raconte une partie de pêche qu'il fait au lac Charles. Donc moi, je me suis servi de ça. Les chums s'en vont à une partie de pêche au lac Charles. Fait que là, quand je suis sortie du cimetière, ben, j'avais encore le temps, j'ai dit, je vais aller visiter le lac Charles. Pas de lac Charles, c'est la carte. Là, je me suis dit, dans un roman, on peut changer les noms. Mais là, lui, c'était son journal personnel. Tu sais, moi, si je vais au lac des Castors, je ne changerai pas le nom du lac des Castors. J'ai écrit ça, j'ai écrit mon journal. Fait que là, j'ai dit, je vais aller à l'information touristique de Chicoutimi. J'arrive là, puis je dis à la fille, il est où le lac Charles? Elle dit, lac Charles? Ça, on a pas de lac Charles dans la région. Là, il y a un monsieur à côté de moi. Il dit, il va vous arranger ça. Je ne sais pas qui il a appelé avec son cellulaire. Il m'a passé quelqu'un.
Puis c'est une femme, elle dit, oui, le lac Charles, ça a déjà existé. Maintenant, c'est le lac Grenon. Fait que j'arrive au salon du livre, puis je raconte ça à une auteure qui s'appelle Anne Tremblay. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai dit, Anne, tu sais pourquoi? Je pense, tu sais, le lac, il y a un lac Charles ici, mais il s'appelle le lac Grenon. Ça m'a énervée, tu sais, de ne pas savoir, là, puis de chercher. Elle dit, au lac Grenon, elle dit, mais je reste là en fin de semaine chez ma soeur. Elle a une maison sur le bord du lac Grenon. Elle dit, je t'invite à souper. Fait que j'ai vu le lac Grenon en flashlight, là, grand comme ça, à pluie battante. C'est ça, les tribulations des auteurs. Tu sais, quand tu veux être vraiment rigoureux, il y a toujours des petits détails là, qui font que... Et là, la voisine de ma fille, Adeline, qui est située au nord de Montréal, elle est enquêteur pour la police de Montréal. Sergent détective enquêteur pour la jeunesse. Et elle a la langue trop longue. Et ma fille aussi. Alors, c'était rendu que j'appelais le soir. Puis, elle a-tu fait, là? Elle a-tu interrogé ta voisine là-bas un matin, là? Là, j'ai dit, coudonc, organisons un café, quelque chose. Présente-moi ta voisine. Je voyais un roman, moi, derrière cette affaire-là. J'ai dit, je vais lui poser des questions, puis je m'arrangerai avec le reste. Tu sais, je vais bâtir un roman, je pense. Elle me rappelle une demi-heure plus tard, elle dit, elle t'offre bien mieux que ça. Elle t'offre de la suivre pendant 3 jours. Ce que j'ai fait. Alors, pour les sans-voix. Et c'est la jeunesse. La fin est décevante de l'enquête, mais ça s'est terminé comme ça. Puis c'est ça qui m'avait choquée. Alors, c'est tel quel. Et ça m'a fait prendre conscience en écrivant ce livre-là, que dans notre société, il y a plein de gens qui vivent des choses grosses comme ça, puis qui ne peuvent pas nous le dire, comme les enfants, ou qui ne veulent pas nous le dire, ou ne sont pas en mesure de nous le dire, ou qu'on ne se donne pas la peine d'écouter. Et je parle dans une conférence comme je fais là, il y a une femme en arrière qui lève la main. Elle dit, moi, j'en rencontre des sans-voix quotidiennement. Je suis une travailleuse sociale. Si vous voulez me suivre pendant 3 jours, vous êtes la bienvenue. Oui. Et il y a l'histoire d'un enfant dysphasique là-dedans. Alors, je me suis retrouvée dans une classe de... C'est quoi le titre? Paysage éclaté. Quelle année, ça, vous l'avez sorti, celui-là? Ben... C'est plus d'un premier? Le mélange? 2010. Ah, 2010, le mélange. Et je me suis retrouvée dans une classe d'enfants dysphasiques à Shawinigan. Je ne sais pas par entremise de qui, j'ai été invitée toute la journée. J'ai adoré ça. Fait que ben, en 15 ans, j'en ai écrit 19. Ça veut dire 1 et quelque chose là, par année. Plus que 19, en fait, parce que le 20e, il est rendu chez l'éditeur, il me semble. Et là, je me suis dit, dans les sans-voix de notre société, il y a aussi les personnes âgées. Mon père a 101 ans. Oh. Je fais une parenthèse, si les gens ne me pardonnent pas, vous n'êtes pas prêts de vous débarrasser de moi. Puis il est dans une résidence juste de personnes semi-autonomes. Puis je vais dîner avec lui toutes les semaines, puis c'est tellement ennuyant là, de voir les gens qui sont assis à des tables, là, puis ils se parlent pas. Puis, la vieillesse, dans le fond, c'est pas si joyeux. Ça peut être beau, mais ça peut être pas nécessairement joyeux, hein? Puis là, je veux te faire un roman avec une affaire triste, là, d'un bout à l'autre, non. Là, tu sais, mon petit-fils me dit, il dit à son petit frère devant moi, il y a 5 ans, « Espèce de fif! » Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais là, je me suis dit, les gays aussi, ils sont souvent objets de moquerie, d'intimidation. Ils sont sans voix, bien souvent, tu sais. Fait que là, je me dis, dans le même roman, peut-être je pourrais parler des gays puis des personnes âgées. Je sais pas trop. Et là, j'ai un lecteur qui m'écrit chaque fois que je publie un livre. Mais par courriel, là, je sais pas qui il est. Il signe Jean-Baptiste, il peut avoir 20 ans comme 80 ans. Je sais pas d'où il m'écrit. Puis il aime ça, mes livres, tout le temps. Puis il me demande que ça va être le 3e. Ben, je lui dis, ben là, j'y pense. C'est pas commencé encore, mais je voulais parler des gays puis des personnes âgées. Je vais essayer de faire quelque chose de cute, là. Il dit, j'aimerais ça vous faire une confidence, mais pas par courrier. Par courriel, par la poste. Là,
J'ai hésité un petit peu, puis finalement, j'ai donné mon adresse. Et j'ai reçu, 2 semaines plus tard, une lettre de 10 pages écrite à la main. Tellement impressionnante, et qui allait tellement bien avec ce que j'avais dans ma tête que je lui ai demandé la permission. J'ai utilisé sa lettre intégralement pour faire le premier chapitre. Pas moi qui ai écrit le premier chapitre, c'est sa lettre telle qu'elle. Et à partir de là, ben, c'est un infirmier. C'est cute, là. Il adopte une grand-mère, puis c'est pas triste du tout. Là. Puis tu sais, j'étais contente, j'avais réussi à faire, avec ces sujets-là, de faire un roman qui est émouvant, qui est beau. Et, alors, c'est Une place au soleil. Et comme je suis professeur de piano, j'ai été professeur, parce que ça fait 2 ans que j'ai pris ma retraite, là. Professeur de piano pendant 25 ans. J'ai toujours lu 25-30 élèves par semaine. À Noël, vous n'avez pas d'idée le nombre de bouteilles de vin puis de boîtes de chocolat que j'en reçois. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je peux donner à ce monde-là comme cadeau de Noël? J'ai pas assez d'argent pour aller acheter 25 cadeaux, là. J'ai commencé à écrire des contes de Noël. Alors, j'en ai écrit pour les grands, parce que j'ai des élèves adultes, puis j'en ai écrit pour les petits, pour les enfants. Alors, j'en ai toute une collection. Alors, chez Québec-Amérique, ils ont décidé de faire, je vais l'apporter de faire un cahier de contes de Noël. Alors, il y en a 12 pour les adultes. Alors, ils m'ont mis une tuque du Père Noël sur la tête, puis ils m'ont photographié. Puis le livre, il est écrit dans 2 sens. L'autre côté, il y en a 13 pour les petits-enfants. Pour les enfants. Puis les adultes, à partir de 12 ans, ils peuvent lire les contes d'adultes. Et le 13e, c'est ma petite fille de 9 ans qui l'a fait. Elle savait qu'on préparait le cahier de Noël, puis pour l'année suivante. Puis elle me téléphone, elle me dit, tu vas aimer ton cadeau grand-maman à Noël, tu sais. Je pensais qu'elle me ferait un collier en plastique, 9 ans. Elle avait fait un conte, puis on l'a mis tel quel. Elle l'a illustré dans le livre. J'ai broyé, hein? Pensez bien. J'ai 12 petits-enfants. Alors, en 2009, j'ai été invitée dans un château en Suisse, comme auteur. On était 5 auteurs du monde entier. Un Égyptien, un Brésilien, une Taïwanaise, une Française et moi. 3 semaines de temps dans le château, comme pour écrire, pour échanger, puis pour vivre toutes sortes de choses aussi. J'ai vécu vraiment 3 semaines extraordinaires. Et quand je suis revenue, je me suis dit qu'il fallait que ça me serve dans un roman. Alors, c'est dans la série Coup sur coup, c'est Coup de foudre. Alors, comme par hasard, elle est écrivaine et elle est invitée dans un château en Suisse. Alors, je lui fais vivre ce que j'ai vécu. Sauf que moi, j'ai pas vécu le coup de foudre qu'elle a, j'ai vécu la chanceuse. J'ai bien aimé ça de l'écrire. Alors, elle tombe en amour avec un pianiste de calibre international. Ce qui fait que lui, il faut qu'il joue un peu partout dans le monde. Et moi, je suis une voyageuse, puis je me suis servi de voyages que j'ai fait aussi. Mais c'est pas une histoire dans l'eau de rose. C'est une histoire qu'il y a des surprises, des rebondissements, des choses auxquelles on ne s'attend pas, surtout dans le 2e, là, qui s'appelle Coup d'envoi. Il y a une grande partie qui se passe en France. Moi-même, je ne m'attendais pas que ça arrive. Et le 3e, Coup de maître, bien, il y a des gens qui émigrent dans ça. Et j'ai été interviewée 7 immigrants. Pour savoir comment ça se passe quand on émigre ici, là. Comment ça a été le premier, quand vous êtes arrivé, la première neige? Il y en a un qui m'a conté, puis je l'ai mis là-dedans, là, qui dit, moi, la première nuit, j'étais énervée, tu pouvais dormir, puis tout à coup, à travers la fenêtre, je voyais une lumière, je faisais ça, fait que je me lève, puis je regarde, puis je dis, ça va être la police, puis c'était Ticoc volant 24 heures par jour. Mais il arrive d'un autre pays, c'est pas, tu sais, c'est tous des petits détails comme ça qui m'ont servi là, pour ça. Et là, ben, j'en ai un autre qui s'en vient, là, on a choisi la page couverture là, la semaine passée. Ça va s'appeler Le passé recomposé. Les gens me demandent souvent si je suis québécoise. Ben oui, je suis la 6e génération du premier DOF qui est arrivé ici en 1776, qui était un Allemand
Son père était écossais, mais il est né, lui, en Allemagne. Il était en emploi de l'armée britannique, puis il est arrivé au Québec avec l'armée britannique pour combattre les Américains, vous imaginez un peu. Et son nom s'écrivait T-H-O-F-F-T. Et ses descendants se sont installés ici, pas très loin d'ici, Saint-Germain-de-Grand-Anne, Saint-Eugène. Mon père est né à Saint-Eugène. Et le tome 1 est rendu chez l'éditeur depuis longtemps, puis il va sortir. Alors, j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est sûr qu'il y a bien plus de romance que d'autres choses, parce qu'en 1776, vous imaginez que c'est pas évident de savoir quelle vie qu'il vivait, qu'il faisait. Mais il était médecin. Alors, je lui ai imaginé une idylle avec une Indienne. Alors, j'ai emprunté 15 livres à la Bibliothèque nationale. Des livres d'histoire, du climat politique ici, des livres sur les Indiens, des livres sur la médecine. Vous n'avez pas d'idée de la médecine, ça vaut vraiment la peine de lire juste pour voir comment est-ce qu'on soignait les gens dans ce temps-là, ça n'a pas de bon sens. Et il y a un tome 2. Et le tome 2, là, je suis sur le point de l'envoyer, puis j'ai recommencé à le relire. Je dis toujours que je le mets dans le congé de la presse, c'est pas vrai, mais ce que je veux dire, c'est que je l'oublie, je le laisse de côté, puis là, je le reprends. Je dois le lire une quinzaine de fois, certains m'en envoyer à l'éditeur. Et hier, je racontais ça à M. Perron, tantôt. Hier, j'étais en train de relire le chapitre du 2e tome. Et il y a plaie civile dans le livre. Je ne me rappelais pas de ça. Ça, c'était en 1930 à peu près. Mon grand-père avait une usine de portes et châssis à Saint-Eugène. Puis là, il voulait se renouveler, mettre des moteurs à essence. Puis il est venu à plaie civile, chez Forano. Mais je ne me rappelais pas de ça. Tout à coup, je lis ça hier. Je dis, oh mon Dieu, m'en va là demain. Alors, vous voyez comment l'écriture, pour moi, tu sais, les gens disent, vous êtes discipliné, tu sais, pour écrire tant que ça. Je ne suis pas disciplinée. La discipline dont j'ai besoin, c'est, Micheline, arrête, là, lâche ça, va marcher, va faire l'exercice, va pratiquer ton piano. Puis mon mari, qui est à la retraite depuis 2 ans, là, ben, il m'apporte un 2e café, un 3e café. Prendrais-tu un apéritif? Bon, qu'est-ce que tu as besoin dans l'épicerie? Puis il fait à manger. En tout cas, là, j'ai plus le choix. Il n'y a pas longtemps, dans un chalet, je vais vous répondre, ce ne sera pas long. Dans un chalet, j'étais invitée, on s'en allait faire du ski. Là. Et le samedi matin, je me lève, j'avais mal dans le dos pour qu'elle de bouger, tour de rein. Ben, j'ai dit, allez-y, là. Mais moi, de temps en temps, il faut que je prenne une pause, là. Changer les idées, faire un voyage ou passer une fin de semaine quelque part pour complètement oublier l'écriture. Parce que je ne suis pas un robot, je suis un humain comme tout le monde. Alors, ce samedi matin-là, tout le monde est allé au Mont-Tremblant en ski, puis moi, je suis restée dans le chalet. Puis là, ben, j'avais rien à porter pour écrire, là. Puis j'avais pas le goût de fouiller dans les tiroirs, passer la journée tout seul, trouver du papier. Alors... C'est ça. Oui, vous aviez une question, je pense. Quand vous relisez vos livres comme ça, vous les relisez 15 fois, là, est-ce que vous reprenez des chapitres, vous changez des choses? Bien, j'ajoute surtout souvent des choses. Je vais changer des mots. Ou des fois, je vais dire, ben regarde, j'ai marqué ça là, pour quelque temps, puis j'ai remarqué pour quelque temps plus bas sans m'en rendre compte, tu sais, il y a eu des répétitions. Là, je deviens un lecteur. Oui, c'est ça. Je ne suis plus l'auteur, je suis un lecteur. Fait que je porte un jugement de lecteur. C'est parce que la majorité des auteurs font des relectures, mais c'est une autre personne qui fait les relectures. Après, une fois chez l'éditeur, chez Québec-Amérique surtout, là, on fait 4 relectures. Ils font 4 relectures. Okay. Ils me suggèrent des changements, des fois. Puis ça arrive, écoute, tu dis qu'il y a 52 ans, là, puis, je sais pas, moi, il s'est passé 2 ans, puis tu dis qu'il y en a 57, là. Oh, ça m'a échappé, parce que j'ai le nez trop collé dessus, tu sais. Fait que ça, c'est des choses, merci de le faire. C'est déjà arrivé qu'elle faisait des ben oui, tu sais, c'est ça. Fait que ça, 4 lectures, puis vraiment avec la grosse loupe, là. Oui. Là, j'en ai 2 de faites, là, sur le passé recomposé, il en reste 2. Pas moi, c'est eux autres qui le font, m'envoient ça.
puis ils me font des suggestions. Tu sais, comme là, c'est 1776 à 1815 à peu près. Puis il y a un enfant, à un moment donné, il répond ben voyons. Puis elle me dit, ben, pas sûr qu'il disait ça dans ce temps-là. Elle dit, sais-tu? Rapport par rapport. Tu sais, rapport par rapport. Exactement. Fait que c'est des choses qui peuvent nous échapper. Fait que c'est ça. Fait que. Vous avez une vie remplie? Oui, j'ai pas le temps d'avoir des mauvaises pensées, malheureusement. Oui. Est-ce que vous décidez à l'avance qu'il y aura un ton, 2 tons, 3 tons, ou non, c'est à la demande? Bien, c'est parce que quand je commence, mettons, le premier, puis ça s'étire, puis là, je pourrais, il pourrait arriver ça, ou, tu sais, là, j'en ai commencé un autre, là. J'ai été invitée à la Journée de la femme au mois de mars l'année passée, au musée des sœurs qui s'occupaient de l'hôpital de la Miséricorde à Montréal, où les jeunes filles allaient accoucher. Et je ne sais pas pourquoi, mais je les avais déjà consultées, les sœurs, pour, je pense, au bout de l'exil. Et ils m'ont invité, moi je pensais qu'il y avait 50 personnes, on était juste 8 femmes. Puis il y en a une bon, on a échangé beaucoup, là. Puis il y en a une, là, j'ai bien vu tout de suite qu'elle était une battante là, de la Révolution tranquille, là, tu sais. Puis que j'ai demandé, est-ce qu'on pourrait se revoir pour les besoins de... Je pourrais peut-être faire un roman. Fait que je l'ai rencontré, je l'ai enregistré, même avec ma petite machine, là. J'ai pris des notes, j'ai commencé, j'ai comme, je sais pas, 4-5 chapitres. Le premier jet, là. Puis là, oui, mais je pourrais ajouter ça. Là, pour moi, ça va être juste un livre, mais il y a bien des chances que ça s'étire trop, là. T'sais, en l'écrivant une idée, ça en emmène une autre. J'ai fait un certificat en création littéraire à l'université de l'UQAM. Et ce que j'ai retenu de plus, puis je peux vous dire que je ne serais pas obligée d'aller passer 10 cours à l'université, c'est qu'une idée, ça en amène d'autres. Et quand je donne des ateliers, des fois, là, tu sais, les gens, ils arrivent, ils ont pris l'autobus, le métro, ils arrivent, là, ils ont une page blanche comme ça, ils ont leur crayon, puis là, ça va commencer à 9 heures, là. Puis là, je leur dis, bon, prenez votre crayon, là. Puis je vous dis une phrase, puis vous continuez. Ah, pas de bon sens, là. Wow, là, tu sais, il n'avait pas pensé à rien encore ensemble, là. Puis là, je leur dis, ben, Pierre, le téléphone sonna, Pierre se leva et elle répond, et il tombe à terre. Continuez. Hein? Ben, au bout de 15-20 minutes, là, je leur dis, bon, ben là, on va lire ce que vous avez écrit. Oh non, 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 non! J'ai pas fini, là. Les idées viennent. Je leur ai donné une idée, c'est venu, là, tiens. Comme ça. Fait que quand on écrit un roman, c'est pareil. Il y a des idées qui viennent. Moi, je regarde vos livres, là, ils ont pas mal tous la même épaisseur. Est-ce que vous allez finir par en écrire une bonne brique, là? Ben, moi, j'aime bien commencer un livre, puis pas attendre 6 mois pour voir la fin. J'aime ça avoir le début et la fin. Oui, mais moi, j'haïs ça, lire un gros livre pesant. Mais c'est l'éditeur qui décide ça, hein? Une fois qu'on envoie ça chez l'éditeur, je vous dis qu'ils en prennent la place aux autres. Vous n'avez pas le choix. Ben, en tout cas, moi, j'aime pas les gros livres épais, fait que je sais pas, je discuterais, en tout cas. Mais des fois, ça dépend combien il y a de temps entre les deux, mais là... Bien ça, là, c'est coup sur coup, là, j'ai sorti ça en 1 an et demi, puis au bout de l'exil aussi, j'ai fait pareil, puis d'un silence à l'autre aussi. J'ai toujours mis un résumé du précédent. Oui, c'est ça, ça aide. Fait que là, tu sais... Mais j'ai publié les 3 livres là, dans 1 an et demi. Il ne faut pas aller plus vite que Alors, j'en ai apporté quelques-uns, je les laisse à 20 $, là, puis si vous voulez une signature, ça me fait plaisir. Puis on en fait tirer aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
vous en avez dit pas mal. Non, je dis pas mal, il y a une histoire. Oui, Que puis vous je avez m'inspire romancée. toujours de la réalité, Ben, tu sais. Là, peut-être qu'il va y avoir un niveau de enfant qui va poursuivre. Oui, mais je ne veux pas lui mettre de pression. Mais non, mais- Ben, j'aimerais ça. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que ça. Moi, je vais faire un commentaire. Quand tu fais un pouce bleu, je trouve que ça se lit très bien. On a toujours hâte de voir comment ça se poursuit. Il y a comme un suspense. Oui, Quand il sait parce qu'il s'en va pas soir. oui. Ah, mon Dieu. Ben, il y a une fois dans un salon du livre, il y a un monsieur qui... Bon, j'ai jamais eu de commentaires vraiment négatifs, là. Mais je me dis, tu sais, comme toutes les peintres, cinéastes, à un moment donné, chanteurs, le disque, leur 7e disque est moins bon que je sais pas. Je me dis, un jour, il va en avoir. Puis là, je suis au salon du livre, puis il y a un monsieur qui est à côté sur la colonne, puis il me regarde comme ça, tu sais. Puis moi, je me dis, moi, ça y est. Alors, puis il s'approche, tu sais, fait que j'avais pu rentrer dans mon... Puis là, il vient devant moi, tu sais, puis je me dis, bon, il exagère quand même, tu sais. Il dit, vous, madame, je suis très fâchée contre vous. Ben, il dit, ma femme, quand elle livre au livre, elle était pas bien, moi, je suis fatiguée mort à cause de vous. Je l'ai embrassé. Est-ce que tout le monde a eu un bon tirage pour bien personne? Oui. C'est bon. Peut-être des subventions que je peux peut-être avoir. Mais je ne sais pas, je vais aller voir. Avant que ça Pauline Dange. C'est lequel? Celui-là, j'ai vu. C'est plus mal. C'est le troisième que j'ai vu. Ben, je vais vous donner le troisième, voyons donc. Tu prends une petite photo de vous deux? Acceptez-vous? Ben oui, puis je vais vous dédicacer. Je l'avais dit en vrai, je t'ai gagné. Je m'en venais d'acheter. J'ai dit, je vais attendre de le gagner. Dis-moi pas qu'on a une Danjou, vous sociale regardez? avec nous autres. C'est bon, merci. Alors, vous appelez, t'en es fait Danjou. Pauline. Il y a